Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il est le garant de la nation. Il n'intervient que pour trancher en faveur du peuple. Il ne se mêle même pas de la discussion et encore moins de la dispute. Son peuple l'appelait Papa. Le Zaïre, c'était lui. Éternel, invincible. Pourtant, la vie lui aura finalement montré qu'il ne l'était pas tant que cela. Mobutu Sese Seko, Kukupendu Wazabanga. 25 novembre 1965. Nous sommes au Congo. Putsch au Congo-Léopoldville. Un commandant en chef, le général Mobutu, qui destitue le président en exercice, M. Kasavubu, et qui désigne aussitôt un colonel comme Premier ministre, le colonel Moulamba, 34 ans. Le coup d'État Victor Vraiment qui vient de se produire au Congo-Léopoldville est donc de type classique. Classique également le fait que l'armée ait pris le pouvoir à 3 heures du matin. Ce coup de force est la consécration pour le petit garçon turbulent de Lissala, petit village du Congo belge. Quel parcours! Commençons par le commencement. Joseph Désiré Mobutu voit le jour à Lissala dans la province septentrionale de l'Équateur, au Congo belge, le 14 octobre 1930. Il ne connaît pas son père. Celui qui l'adopte, Bwemani, est cuisinier chez les missionnaires belges. Mais ce père de substitution décède trop tôt pour pouvoir vraiment s'occuper de son éducation. Rejeté par la famille du défunt, Yemo, la mère du jeune Mobutu, est obligée de faire le ménage dans différents couvents de la région pour subvenir aux besoins de sa petite famille. C'est dans ces conditions que le jeune Joseph Désiré Mobutu reçoit une éducation catholique chez les frères flamands, ce qui ne réussit pourtant pas à l'assagir. Il faut dire qu'il est très espiègle. Pour mater l'indiscipliné, une seule solution, l'enrôler de force dans l'armée coloniale. C'est en tout cas ce qui est fait en 1950. Bien malgré lui, il essaie de s'adapter aux réalités de l'école centrale de Loulouabourg où il suit sa formation militaire. En 1953, il est sergent comptable et muté à Léopoldville, la capitale. Grâce à un copain, il entre dans la rédaction du journal de la Force publique. Ce sont ses premiers pas dans le journalisme. Son pseudo est Banzi. En 1956, Mobutu est rendu à la vie civile. Il devient alors journaliste à temps plein au journal Actualités africaines. Passionné par le métier, il s'inscrit à l'association de la presse belge à Bruxelles pour perfectionner ses connaissances. C'est justement pendant qu'il y est qu'il fait la connaissance en 1960 de l'une des plus importantes personnalités congolaises, Patrice Emery Lumumba, le président du mouvement national congolais MNC. Mobutu, séduit, s'accroche à lui et gagne rapidement sa confiance. Si bien qu'en avril 1960, Patrice Lumumba le charge de conduire la délégation de son parti à la table ronde économique de Bruxelles. Table ronde d'indépendance, Bukisanda, table ronde, Kenaboli, indépendance, Nandelvoe, table ronde, Nalopes, indépendance. 30 juin 1960. Le Congo belge accède à son tour à l'indépendance. Une indépendance dans la douleur. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Au premier souverain belge, le roi Baudouin Ier, qui tient un discours paternaliste et adresse une série de mises en garde aux nouveaux responsables et au peuple, le président Kasavubu répond d'une façon courtoise et pondérée. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine,
Au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Le discours du président Kasavubu se veut diplomatique, arrangeant. Mais Patrice Emery Lumumba, qui n'a pas supporté le ton paternaliste du roi Baudouin Ier, oublie le protocole et décide contre tout ordre du jour de prendre la parole. Ignorant superbement les cires et autres excellences d'usage, il parle. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Quoi qu'il en soit, le Congo-Léopoldville accède à la souveraineté internationale ce 30 juin 1960. Patrice Lumumba, le Premier ministre, fait de Joseph Désiré Mobutu son secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okipoisa, tcha-tcha, tubakini. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Onipada, tcha-tcha, tozumiye. Le Congo belge est indépendant. Mais cette indépendance ne signifie pas unité et paix au Congo. De son côté, Moïse Tshombe proclame l'indépendance du Katanga en juillet 1960. Dans le même temps, Albert Kalonji s'investit empereur des Baluba et chef autonome du Sud Kasaï. Christophe Beignet, dans son fief, instaure de son côté une république populaire à Stanleyville. C'est donc un Congo divisé qui arrive à l'indépendance. En juillet 1960, comme si cela ne suffisait pas, la force publique se mutine. Le jeune État, nouvellement indépendant, est dans le chaos. Même le très charismatique Patrice Emery Lumumba ne parvient plus à se faire entendre par les insurgés. Il réintègre alors Mobutu dans la force publique. Il le nomme colonel et chef d'état-major de l'armée nationale congolaise avant de le charger de négocier la paix. Son prédécesseur, le colonel Malance, raconte les circonstances de son choix. En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire, qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il a vu, toi, il dit, toi, toi, tu prendras le commandant de l'armée. C'est comme ça qu'elle est devenue commandant-chef de l'armée. Il a été désigné à ma place. À partir de cet instant, il faudra compter avec ce jeune homme de 30 ans que Lumumba prend pour le fidèle des fidèles. Erreur. Il ne va pas tarder à s'en rendre compte la même année. Entre le président Kasavubu et son premier ministre Patrice Lumumba, le torchon brûle en cette fin d'année des indépendances. Le chef de l'État décide alors de révoquer ce 5 septembre 1960 son premier ministre. Ce dernier décide à son tour de révoquer le président de la République. Commence alors un bras de fer au sommet de l'État. Puis arrive, comme dans la fable de La Fontaine, un troisième larron qui saisit maître Aluboron. Allô, allô, chers compatriotes. Ici, c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960, comme chacun pourra dès demain se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Le colonel Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir afin, dit-il, de neutraliser les deux antagonistes. Mobutu, qui prend le pouvoir, n'adhère pas pour autant à la thèse sécessionniste à laquelle est attaché le président Joseph Kasavubu. Au contraire, il va mettre en place un collège de commissaires généraux constitué de jeunes universitaires, parmi lesquels Bomboko, Étienne Tshisekedi, Marcel Liyo, Jonas Mukamba et bien d'autres. Mais Mobutu est en réalité
le maître du jeu. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Un et indivisible. Mais pas avec les deux leaders qui conduisaient le pays jusque-là. Même si le colonel Mobutu se défend de vouloir garder le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. Cette neutralisation des institutions et de ceux qui gouvernaient n'est en réalité rigoureuse que contre Patrice Lumumba, assigné à résidence à partir du 10 octobre 1960 dans ses bureaux. Le président Joseph Kasavubu, lui, va garder toute sa liberté de mouvement. Et nous apprenons aussi, Yves Lejeune, qu'un nouvel attentat a eu lieu contre le colonel Mobutu. C'est un autre colonel, mais de gendarmerie cette fois, qui aurait essayé de l'assassiner. D'autre part, le colonel Mobutu a fait occuper ce matin par ses soldats les édifices administratifs de Léopoldville pour y installer le conseil des commissaires généraux formé par de jeunes universitaires congolais à qui le colonel Mobutu a décidé de confier l'administration du pays en déclarant que désormais il avait rempli la mission qu'il s'était assignée. Monsieur Momboko, qui était ministre des Affaires étrangères, présidera ce conseil universitaire. Et M. Lumumba va-t-il partir pour New York comme il en avait exprimé l'intention pour assister à l'Assemblée des Nations Unies? Tout est possible, bien sûr, mais cela ne paraît pas probable, car le colonel Mobutu a donné l'ordre d'arrêter M. Lumumba s'il essayait de prendre l'avion. D'ailleurs, le bruit court à Léopoldville que le président Kasavubu a lancé un nouveau mandat d'arrêt contre M. Lumumba. Ce n'est jamais que le 3e, et il ne semble pas qu'il ait de meilleures chances d'être exécuté que les deux autres. Dans cet imbroglio, on comprend aisément les hésitations des gendarmes congolais. Mais toujours à propos du Congo, une nouvelle un peu plus fantaisiste et même assez ahurissante, Pierre Lurzic. Oui, le mot n'est pas trop fort. En effet, un soldat de l'ONU en faction aux abords de la jungle distingue au crépuscule une silhouette qu'il croit en connaître et se dit « Tiens, c'est mon officier ». Erreur profonde, c'était un gorille qui se jette sauvagement sur le soldat, lui prend son fusil et disparaît dans la forêt profonde. Mais oui, c'est ça, le pauvre soldat est mort de saisissement. Pauvre soldat tout seul dans la terrible jungle africaine. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Plus sérieusement, que cache le coup de force du colonel Mobutu? Sans doute la mise hors course de Patrice Emery Lumumba, assigné à résidence. Le 24 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu devient maître à Léopoldville. Monsieur Joseph Kasavubu est destitué de ses fonctions de président de la République. 2. Monsieur Evariste Kimba, député national, est déchargé de ses fonctions de formateur du gouvernement. 3. Le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu assumera les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Curieusement, ce coup d'État est bien accueilli par la population. Il apparaît comme l'homme providentiel face au chaos ambiant. Quelque temps après, Joseph Désiré Mobutu va livrer Patrice Lumumba à son pire ennemi, Moïse Tshombe. Le 14 février 1961, le monde entier et l'Afrique en particulier apprend abasourdi par les ondes des radios internationales la mort de Patrice Lumumba. Celui qui rêvait d'un État panafricain a été assassiné aussitôt arrivé au Katanga. Mobutu est désormais débarrassé de ce personnage encombrant qui lui a pourtant mis le pied à l'étrier. Il est à partir de maintenant le seul maître à bord du navire Congo. Dès l'année 1966, Mobutu, qui tient bien les rênes de son pays, rebaptise la capitale. Léopoldville devient Kinshasa. Pour bien marquer son autorité et étouffer toute velléité de sédition, il convie la population congolaise à un spectacle macabre. La pendaison publique de l'ancien Premier ministre Evariste Kimba et ses compagnons accusés d'avoir fomenté un coup d'État. Cette politique de l'exemple va se poursuivre en 1968 avec l'exécution du rebelle Pierre Moulélé, rentré au Congo à la suite d'artificielles promesses d'amnistie. Sur le plan économique, le président Mobutu s'avère être un nationaliste pur et dur. Il arrache dès son arrivée au pouvoir tous les secteurs importants de l'économie que contrôlaient les Belges. En 1967, le président Mobutu frappe une nouvelle monnaie, le Zaïre. À cette époque, compte tenu de la richesse et du potentiel du pays, le Zaïre vaut $2, soit environ 1300 francs CFA d'aujourd'hui. Actuellement,
$2 valent plus de 10 millions de zaïrs. Faites vous-même le rapport. La même année 1967, une rébellion éclate dans l'est du pays. Citoyennes et citoyens, depuis ce matin, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, est victime d'une agression impérialiste. En effet, dès 6h30, heure de l'Est, 2 avions non identifiés ont atterri à Kisangani et y ont débarqué des commandos étrangers qui occupent l'aéroport. Dans le même temps, à Bukavu, des colons étrangers se constituaient en milice et attaquaient les positions de nos troupes. Nous avons décrété l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national. Pour mettre fin à cette rébellion, Mobutu, dont l'armée est à bout de souffle, fait appel à des mercenaires dont un certain Bob Denard et un certain Jean Schramm. Dans la foulée, il crée le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, qui devient le parti unique. Exit le multipartisme qui prévalait jusque-là dans le pays. En 1970, Joseph Désiré Mobutu semble avoir réussi à pacifier et unifier son pays. L'année 1971 marque le début d'une politique dite de l'authenticité. Un principe a toujours guidé notre action, celui de l'authenticité. Celle-ci se manifeste en politique par le refus catégorique de s'aligner sur une idéologie étrangère quelconque et sur le plan économique par une indépendance économique, c'est-à-dire par une maîtrise de l'orientation de notre économie. Le 27 octobre 1971, dans le cadre de cette politique d'authenticité, le bureau du Mouvement populaire pour la Révolution, le parti unique, annonce que désormais la République démocratique du Congo s'appellera Zaïre. Ce nom est également donné au fleuve Congo. Avant l'arrivée des Blancs, Congo désignait le fleuve et ses tribus riveraines. Zaïre est un nom forgé par l'envahisseur portugais, une déformation de Nzadi qui signifie cours d'eau. Toujours dans la même optique, l'hymne national et le drapeau du pays changent. Ce n'est que le point de départ de cette politique. En 1972, Joseph Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga. Ce nom signifie en gros celui qui vole de victoire en victoire. Malgré les réticences de l'Église, les prénoms chrétiens cèdent la place aux noms africains. Les termes madame et monsieur sont remplacés par citoyens et citoyennes. Le costume occidental est proscrit. L'abacoste, qui signifie abat le costume, le remplace. C'est une tunique au col Mao. Les Aïroises, quant à elles, sont invitées à se draper dans un pagne. Le citoyen fondateur n'apparaît plus en public que coiffé d'une toque de léopard appuyée sur une lourde canne de bois sculptée à 2 têtes d'oiseau, symbole traditionnel d'autorité. C'est cela, l'authenticité. 1977. La province minière de Chaba est attaquée par d'anciens gendarmes katangais soutenus par l'Angola. Le 8 mars 1977, une force rebelle de 1500 hommes, le Front de libération nationale du Congo, envahit la riche région minière du Chaba dans le sud de la République démocratique du Congo. Incapable de l'arrêter, le président Mobutu Sese Seko mise sur l'aide internationale pour se débarrasser rapidement de cette menace. Les troupes marocaines, transportées par des avions français, lancent le 13 avril une contre-offensive vigoureuse sur terre et dans les airs. À la fin avril, les derniers éléments rebelles quittent le Congo. Mais l'année d'après, le FLNC, le Front de libération nationale du Congo, lance une autre offensive. C'est la seconde guerre du Chaba. Le régime du maréchal est à nouveau menacé par une rébellion. Mais cette fois-ci, pourra-t-il compter sur l'aide de ses alliés traditionnels, notamment de la France avec qui il entretient d'excellentes relations? Comment va-t-il se sortir de ce mauvais pas face à une rébellion puissamment armée et bien organisée, et surtout soutenue par le bloc communiste? Nous le saurons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.